Bonjour à tous, je suis à la plage du Cap d'Agde, nu comme on nous l'a demandé sur notre Ko-fi. Exactement. Pour la deuxième session de prise de cette vidéo qui était les jeux pour les vacances. Je suis donc avec Jean-Charles Matet, qui a été classé meilleur amant par 60 millions de consommateurs, et de consommatrices surtout. Et donc, problème de son sur la première vidéo qu'on voulait publier pour les juilletistes. Avant les vacances. Avant les vacances. Il se trouve qu'on retourne la vidéo parce qu'on est partis chacun en vacances séparément, mais on se retrouve à la plage pour filmer une vidéo pour les Haussiens. C'est ça qu'on dit. Donc on voulait faire la vidéo des jeux qu'on allait prendre en vacances au mois de juillet. Finalement, on fait un débrief des jeux qu'on a pris, des jeux auxquels on a joué, pour avoir une conclusion qui est complètement surprenante. Exactement. Alors, on commence par... on va faire par ordre décroissant de difficulté, je pense, de jeu. Pour ceux qui voient. Hein. Ouais. Alors, j'oubliais de dire que c'est une vidéo qui est sponsorisée donc, par Monsieur Propre, par Anaïs, puisque c'est son Bob préféré, et par Audi. Premier jeu, Dune Imperium. Dune Imperium. C'est un bon jeu. Est-ce qu'on présente encore Dune Imperium sur cette chaîne? Nous avons été reconnus comme les spécialistes internationaux de Dune Imperium par Guillaume de Lucky Duck, qui nous a dit que c'était nous les champions. Nous avons 4 ou 5 vidéos sur Dune Imperium. On va pas reparler du jeu, mais c'est un jeu... Vous pouvez tous les revoir 4 fois. Oui, il le faut. Et en particulier la critique du film. Très bon jeu pour commencer à jouer aussi. Ouais, d'accord. Beaucoup de commentaires vont dans le même sens que nous, de la vidéo, qui a été extrêmement polémique visiblement. Et Dune Imperium, on y a joué. Alors pourquoi pas Dune Imperium Insurrection? Je vais te demander laquelle tu as pris. Moi j'ai pris Dune Imperium parce que j'étais avec des joueurs qui connaissaient déjà le jeu et qui ne voulaient pas forcément introduire un nouveau niveau de difficulté. Mais il se trouve que Dune Imperium Insurrection n'est pas encore sorti, donc on va pas vous conseiller de le prendre en vacances. Il sort a priori le 16 août, d'après ce que j'ai compris. Ou on verra. Voilà, il est en précommande un peu partout, mais Dune Imperium, grand classique pour nous, et certains disent que Dune Insurrection est bien meilleur. Moi je trouve que Dune Insurrection est très bon. Et très différent, moi je dirais. Mais effectivement, on peut considérer ça comme deux jeux différents, et j'aime toujours Dune Imperium. Deuxième jeu, qui est le jeu bonbon de l'année, c'est Pirates de Maracaibo. Alors je ne sais pas si à cette heure-ci, il est déjà sorti dans le commerce. On va dire qu'il est sorti, et si on s'est trompé, vous nous le direz dans les commentaires. Oui, normalement il sort fin juillet, donc à l'heure où est publiée cette vidéo, il devrait déjà être sorti. On remercie encore Philippe Tapi-Moquette de nous avoir fourni un service de presse. C'est son vrai prénom. Super Meeple, son vrai nom de famille. Donc Pirates de Maracaibo, certains vont vous dire que c'est Maracaibo en plus léger, et que donc, comme on est des experts et qu'on est des joueurs poilus, il faut mieux jouer à Maracaibo, le grand frère. Alors déjà, petite précision, c'est pas une extension, et c'est très important. C'est un jeu qui n'a rien à voir et qui est séparé. C'est quand même dans le même univers, il y a une iconographie qui est commune et il va y avoir des similitudes. Mais les jeux ne se combinent pas, c'est ça que je veux dire. C'est un jeu qui est à part entière et qui est effectivement plus simple dans la veine initié plus, et qui est extrêmement rapide, ça joue en 1 heure, à 3, 4, extrêmement fluide et extrêmement plaisant et satisfaisant. Et moi personnellement, j'avais pas trop aimé Maracaibo, je trouvais un peu... je trouvais que celui qui faisait le tour de l'île le plus rapidement gagnait, de mes expériences de jeu. Alors peut-être que j'ai totalement tort, mais c'est mes expériences de jeu. Là j'ai vu que c'était pas vrai. En fait, ils ont remplacé, et c'est ça qui est très malin, ils ont remplacé le système de guerre pour les 3 nations par un autre système qui était un système de pillage de trésors. Alors pourquoi je trouve ça beaucoup plus intelligent? Parce que... Après l'offre et la demande. Oui, c'est que la guerre dans Maracaibo, plus vous y allez, plus tout le monde y va, plus on va marquer de points, plus tout le monde va marquer de points. Ici c'est l'inverse, c'est globalement on a une quantité de trésors à piller, plus on en pille, c'est-à-dire que plus les joueurs vont dessus, ça sert aussi d'échelle de points de victoire, plus ça descend sur l'échelle, et moins c'est de points de victoire. Donc en fait, il y a un système. Plus il y a d'offres, moins ça coûte cher. Voilà, donc il y a un système de compensation où c'est exactement l'inverse que dans Maracaibo, et ça crée une interaction qui est, je trouve, beaucoup plus savoureuse, parce que vous allez avoir des actions, des lieux qui vous permettent de remettre du trésor, ce qui permet, d'en reprendre, mais surtout
d'augmenter le cours en points de victoire de chaque type de trésor. Tu as émeraude, or et perle. Et ça, c'est hyper malin. Il y a différents axes de jeu et ces axes de jeu, ils sont équilibrés. Contrairement au jeu de base Maracaibo, où vous avez cette piste d'exploration qui est quand même sous-exploitée, vous avez les quêtes aussi, oui, c'est de la pointe. Globalement, le premier jeu, il y a la guerre et il y a le reste. Et les points se font de manière exponentielle sur la guerre, un peu comme Darwin Journée, l'exploration, un petit peu comme dans Teotihuacan, la fabrication de la pyramide. Et finalement, le reste, c'est de la pointe. Il y a une grosse action. Ici, que ce soit les trésors, la piste d'exploration, l'achat de cartes, la réalisation de quêtes, etc., ça représente des axes stratégiques. Et j'ai vu des gens gagner de manière un peu insoupçonnée. Voilà. Et ils sont beaucoup plus équilibrés, ce qui permet de renouveler le plaisir de jeu de partie en partie. Parce que vous allez avoir, on ne va pas décrire le jeu entièrement, mais vous allez avoir une chose qui est très importante, ce sont les résidences, qui sont 4 cartes piochées parmi 8, qui sont des scoring fin de partie, des cartes sur lesquelles vous pouvez mettre votre jeton pour compter le scoring. Et en fait, vos stratégies, vous allez essentiellement, normalement, les faire par rapport à ces résidences-là. Et parfois, ça veut dire que l'or va être beaucoup plus valorisé qu'une autre source. Parfois, les rivières, c'est-à-dire la piste exploration. Ce qui va faire que l'or va être moins cher parce qu'il y en a tout le monde veut en avoir. Voilà. Donc, et en fait, de partie en partie, moi j'en ai fait une dizaine. Et en vacances, on va revenir dessus. La disposition des cartes et les lieux, en particulier les lieux sur lesquels on peut faire du pillage, on peut avancer son explorateur sur la piste d'exploration, la façon dont c'est disposé vont complètement changer la partie. Donc il y a un renouvellement de partie en partie qui est vraiment riche. Voilà pour Pirates de Maracaibo. Moi, je pense que ça va être un des jeux les plus joués de l'année à la fin de l'année parce que c'est hyper facile à sortir, c'est hyper fluide, c'est très satisfaisant. Je trouve que c'est une réussite totale. Ouais, non, mais moi, ça m'a réconcilié avec ce jeu parce que franchement, j'étais... Moi, Maracaibo, j'aimais bien. Par contre, à expliquer, je trouvais que c'était une purge. Et il y avait ce syndrome que j'ai souvent, moi, avec Pfister, Alexander Pfister. C'est la règle de trop qui suit la règle de trop, qui suit la règle de trop. Et il n'y a qu'à voir, moi, personnellement, dans Great Western Trail, si vous regardez la fiche de score, le nombre de lignes qu'il y a, mais c'est une copie double, quoi. Il y a des points partout. Maracaibo, les histoires de tokens, de jetons, synergie, qui réactivent les cartes qu'on a déjà. Et après, c'est les caisses, là, j'ai jamais compris. Ouais, je vois, voilà, là c'est simple. Les cartes A, les cartes double A, les... Non, il y a un truc. Bon, Pirate de Maracaibo, c'est bon, ça sent les vacances, cocktail, ça doit être dans les... Alors, troisième jeu, c'est un jeu assez particulier de Nuts Publishing qui s'appelle La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. J'ai un contact assez spécial avec ce jeu, parce que ma première partie... Ça a rapport avec les Seigneurs des Anneaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est soi-disant une adaptation carte du jeu A2, La Guerre de l'Anneau. Le gros jeu de figurines... Qui fait partie des jeux les plus compliqués de... Bon. Ouais, il fait partie des jeux très compliqués. Ah bon? Ouais. Si, il est dans la liste. On mettra en insert la complexité BGG. Et on verra si t'as raison ou pas. Jeu de cartes asymétrique, c'est soit on joue en 2 contre 2, soit en 1 contre 1. 9 tours. On va jouer d'un côté le peuple libre, de l'autre côté les forces de l'ombre. Un joueur va jouer Saruman, le méchant sorcier. Un autre va jouer le roi sorcier, c'est-à-dire les Nazgûl. Et de l'autre côté, il y a un joueur qui va jouer les hobbits nains et humains. C'est-à-dire le Rohan, et de l'autre côté, les elfes et demi-elfes, c'est-à-dire Aragorn et puis les elfes. Alors c'est un jeu très particulier, parce que c'est un jeu de tempo, où on va se battre sur des champs de bataille et sur la route. Globalement, les hobbits vont plutôt être sur la route, et les armées vont s'affronter sur les champs de bataille. Condition de victoire au bout de 9 tours max, où c'est le côté qui a marqué le plus de points qui va gagner. Façon de gagner des points qui est un peu différente pour l'ombre et pour la lumière. Très particulier dans son timing de jeu, parce que c'est extrêmement thématique. Et typiquement, si vous suivez, ça suit les 3 films de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ou les 3 livres, parce qu'à la base, c'était livre. Oui, tout à fait. Saruman, il intervient plutôt au début, mais pas du tout à la fin, puisqu'à la fin, il a été capturé. Ou il est mort.
Oui, il est mort, oui. Un spoiler. Oui, désolé, spoiler. La reine des elfes, Galadriel, pareil, elle intervient plutôt au début, pas trop à la fin. Et en fait, il y a des mécanismes de jeu qui vont vous faire ressentir ça, ce qui fait que quand vous êtes le joueur Saruman, bah, vous allez intervenir quand même pas mal en début de partie, puis au final, à la fin, vous êtes très peu sollicité. Et c'est très déstabilisant de jouer à 4, à 2 contre 2, en tout cas en première partie. Et il faut bien expliquer l'asymétrie et le rythme de jeu de chaque deck avant de commencer à jouer avec des nouveaux joueurs. Alors, avant les vacances, tu avais dit que c'était un jeu qui tout double. Alors oui, c'est un jeu qui tout double, dans le sens où je l'ai amené en vacances parce que j'avais en vacances l'audience qui est fan de l'univers du Seigneur des Anneaux. En revanche, j'étais pas sûr, le jeu est tellement particulier que j'étais pas sûr qu'ils adhèrent sur les mécanismes. Il se trouve que les gens ont trouvé ça pas mal en disant bah, on est prêt à refaire une partie. Il se trouve qu'on n'a pas eu l'occasion d'en refaire une, mais moi ça me donne envie de continuer à explorer le jeu. Il est plus satisfaisant en 1 contre 1 parce qu'on va jouer en fait de manière séparée les 2 decks de la lumière ou les 2 decks de l'ombre, ce qui fait que sur l'ensemble des 2 decks, un joueur va jouer pendant toute la partie. Il va jouer au début Saruman et à la fin Sauron. Où il va jouer au début Sam, Frodon, les chemins, et puis à la fin il va jouer les grandes batailles avec Aragorn et compagnie. Donc il y a... c'est l'heure de la sieste, hein, c'est ça? Ouais, mais on est en vacances. Hein. Ouais. J'ai contagieux. Donc, si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est un jeu qui est très particulier, très intéressant, que je recommande. Et il se trouve qu'il y a aussi des sous-scénarios, parce que le scénario de base, c'est d'enchaîner la trilogie. Vous avez 9 tours, c'est-à-dire 3 tours par film. Vous avez aussi des scénarios qui sont sortis sur Board Game Geek, avec uniquement un des films. Le premier, le deuxième ou le troisième. Ça fait des parties plus courtes, où les fiches indiquent quelles sont les cartes à mettre. On met pas on joue pas avec toutes les cartes. Et ça permet de faire un scénario plus court et donc, à mon avis, plus punchy. Mais du coup, c'est bien à 2. À 4, c'est un mensonge, c'est un vrai 2. C'est un vrai 2 joueurs ou c'est un faux 4 joueurs? Je sais pas si on va faire une coupe, parce que là, je réfléchis. Je pense qu'il a... pour l'instant, je trouve qu'il marche mieux à 2, parce que je connais pas assez le jeu. Et je pense qu'avec des joueurs qui sont habitués au jeu, il va bien tourner à 4. D'accord. Mais en tout cas, il est intéressant à 2, c'est sûr. D'accord, c'est pour savoir. Oui, non, mais effectivement. Des fois, il y a des faux 4 joueurs et des faux 2 joueurs. Tu vois, effectivement. Des termes techniques. Hein. Alors, jeu suivant, Bus. Bus, on en parle assez fréquemment. C'est un jeu splotter assez méchant de construction de lignes de bus pour faire voyager des personnes de chez eux au boulot, du boulot au bar et du bar à chez eux. Jeu qui date de 1999, le premier jeu de placement d'ouvriers. Alors le premier bon jeu peut-être avec programmation d'ouvriers, c'est-à-dire qu'on programme ses ouvriers, une fois que tout le monde a passé, on résout la programmation. Alors j'ai une bonne nouvelle parce que le jeu est quand même introuvable. Oui. Il est en précommande chez Golden Meeple. C'est pour ça qu'on en parle, il est en précommande chez Golden Meeple et c'est un jeu qui est rapide, il va durer 1h30 max, il se joue bien de 3 à 5. Ouais, et très bien pour introduire les gens. Il est petit, parce que un des critères, quand même, on l'a pas dit, mais on choisit des jeux qui sont pas trop volumineux pour rentrent dans une valise, pour les valises. Donc la boîte est petite et interaction très forte. Donc c'est aussi en fonction de l'audience que vous avez pour des joueurs qui aiment bien l'interaction. Les gens qui n'aiment pas l'interaction pleurent pendant le jeu. Oui, et d'ailleurs ils veulent plus jouer. Oui. Alternative, si vous n'avez pas Bus, et vu qu'il est en précommande, si vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez pas avant les vacances, c'est Hansa Teutonica, qui est aussi un jeu finalement assez petit et pas très lourd si vous virez toutes les cartes à part la carte de base, parce que vous avez la big box où il y a beaucoup de cartes, mais finalement pour les vacances, la première carte suffit, le premier plateau. Et c'est un jeu, pour moi, qui a les mêmes composants de interaction rapide, qui dure 1h, 1h30, règles assez simples et extrêmement profonds. Oui. Autre jeu, on reste dans un jeu thématique un peu what the fuck, comme on dit, c'est le Trône de Fer Betwixt, qui est un jeu de cartes. Ou Game of Thrones, comme on dit en français. Game of Thrones.
Et Twix, c'est parce que c'est sponsorisé par Twix de Doigt Coupe Fin. Oui, oui, Raider, pour ceux qui ont mon âge. Et donc, jeu très étonnant, enfin, passé sous le radar. Il y a que le passe-temps qu'on dit que c'était bien. Et vu qu'on les croit, et vu qu'on les croit pas, on les croit pas parce qu'ils disent que tous les jeux sont bien. Mais non, mais c'est vrai. Mais apparemment, ils l'ont vachement poussé à un moment. C'est un jeu de cartes, globalement, d'enchères. Vous allez avoir un allié mis en jeu à chaque tour. Et cet allié va introduire une règle particulière. On peut jouer que tel type de carte. Je crois que c'est un jeu rôle caché. Hein. Non, les rôles ne sont pas cachés. Globalement, on va avoir une main de cartes. Les mains de cartes sont des valeurs de 2 à 11. Plus une carte est faible, plus elle va avoir un pouvoir fort de texte. Le 11 n'a pas de pouvoir, c'est juste un gros 11. Celui qui a le misé le plus en en alignant de l'influence devant lui, va remporter l'allié. Et il va choisir s'il le met à gauche ou à droite de lui, c'est-à-dire entre lui et son voisin de gauche ou lui et son voisin de droite. Le score d'un joueur à la fin, c'est la valeur cumulée des alliés la plus faible entre les deux conseils, on appelle ça un conseil, qu'il a formé à gauche et à droite. Donc il va falloir équilibrer les alliés à gauche et à droite, puisque c'est les alliés ont des scores d'influence. C'est donc la pile la plus faible, sachant qu'il y a aussi des jetons face cachée que vous récupérez en même temps, vous décidez, il y a des cartes qui permettent de tuer des alliés dans les piles. C'est un jeu complètement... Il y a une dimension chaotique, il y a une très forte dimension pendant ta gueule, Texat, comme on dit en France. Ah, Texat, ça veut dire pendant ta gueule? Ouais. Ah, il faudrait qu'on fasse un glossaire un jour. Ouais. Et il se trouve que le jeu est très fun. D'accord, donc c'est un jeu plus fun plutôt que contrôle et tout ça. Oui, mais justement, c'est un jeu d'apéro en vacances, et il se trouve qu'il a très bien marché. Et combien d'heures d'apéro? C'est une grosseur. D'accord, donc ça va. Non, c'est jouable, mais en fait, on est dedans. Et il faut, en fait, on joue 3 manches, et il faut ces 3 manches pour équilibrer une certaine part de hasard, en fait. Dans les mains qui sont distribuées, dans les alliés, la manière dont ils changent les règles. Et en fait, quand tu commences à connaître les alliés, ce qu'il peut avoir, enfin, il y a quand même de la stratégie. D'accord. Très, jeu extrêmement plaisant. Dernier jeu de cette catégorie-là, c'est un jeu qui a mystérieusement pas marché en France, qui est pour moi le symbole de jeu de vacances, c'est Space Base. Ouais, très bon jeu, en ce moment sur BGA. Il est sur BGA, donc articule. En ce moment sur BGA. Voilà. Vous avez un plateau, vous lancez des dés, à tour de rôle, chaque joueur lance 2 dés, il va considérer soit les 2 dés séparément, soit la somme des 2 dés, et activer globalement son tableau en fonction des valeurs des navettes qu'il a mises. Il y a des marchés de navettes, on achète des navettes. En gros, c'est un jeu d'amélioration de dés. Ouais. Mais au lieu d'améliorer la phase des dés comme ils ont fait sur un jeu, là ils ont juste dit bah voilà, t'as un plateau de 1 à 12, et quand t'achètes une carte, bah, ça améliore la carte 12 si t'achètes la carte 12. Oui, la valeur 12 si vous tirez 12. Et il se trouve que ce qui est satisfaisant, c'est que tous les joueurs, soit on active nos chiffres pendant son tour, soit on active d'autres chiffres pendant le tour des autres. Donc on est constamment... Le haut des cartes qu'on a upgradé en gros. Voilà. Bon, on passe les mécaniques, mais il y a ce côté satisfaisant de, quel que soit le tour du joueur, on joue. Et on est en train d'accumuler. Et en fait, c'est un jeu de création de moteur à partir de ces navettes, c'est-à-dire ces phases de dés. Et contrairement à un jeu qu'on ne citera pas qui s'appelle Dice Rims, où on passe son temps à démonter, à remonter des phases de dés pour faire un jeu qui a beaucoup moins d'interaction, et ben, on n'a pas l'impression d'être un stagiaire de 12 ans dans une usine Xiaomi, quoi. Oui, non, mais très bien. Non, mais on joue, quoi. On joue. C'est comme les jeux vidéo, les temps de chargement sont plus longs que la partie elle-même. Bah, Dice Rim, c'est ça, tandis que Space Base, c'est hyper rythmé, on joue tout le temps, paf, paf, paf. Et vu que le jeu s'arrête à 40 points, il y a cette course effrénée de... En fait, on a tout le début du jeu qui est installation d'un moteur d'argent qui permet d'acheter des choses qui feront des points, et ensuite l'achat de points. Et en fait, la finesse du jeu est aussi donc quand est-ce qu'on fait cette bascule.
Ou soit on peut avoir une autre stratégie qui on achète que des cartes qui font des points quand les dés sortent. Et du coup, on fait que des points tout le temps. Oui, Donc, mais il faut déjà avoir l'argent pour les acheter. Ouais, c'est ça qui est... Donc c'est un serpent qui se met en la queue. Et c'est très satisfaisant. Et on oublie de dire que les tours sont rapides et la partie est rapide. Ouais, ça se joue en 45 physique. minutes. Je voulais dire moins, mais ok. Ouais, toi tu joues sur BGA, moi je joue en physique. Ouais, En physique, c'est entre 30 et... Ouais, j'allais dire 30 minutes, ouais. Ouais, non, alors, le jeu est très différent en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2, vous ne profitez que des faces des autres, qui sont jouées pendant le tour des autres, qu'une fois sur 2. Si vous jouez à 4, il faut privilégier ces faces-là parce qu'elles vont apparaître 3 fois sur 4. Ouais. Donc, ils jouent bien à 2, à 3 et à 4. Après, personnellement, je préfère à 3. C'est l'équilibre. D'accord. Alors maintenant, on va parler des jeux de pli, qui pour moi, enfin des jeux de cartes de manière générale. C'est la mode apparemment. Ouais, qui se... Nous on a pris le pli. Voilà. Qui se jouent très bien en vacances, qui s'emportent très bien dans les valises, parce que c'est généralement des toutes petites boîtes. Alors, premier jeu qui nous fait un hit à chaque fois, c'est The Crew. Et cette année, on a joué pas mal à The Crew 2, le deuxième du nom. La différence fondamentale, c'est que ça se passe sous l'eau plutôt que dans l'espace. Ah, c'est ça la différence? C'est une grosse différence. C'est parce que si t'aimes pas l'espace, tu prends l'eau. Voilà. Et l'inverse. Il y en a qui sont pas à l'aise, tu vois, qui sont oppressés dans un milieu. Moi, je sais que quand je suis dans mon scaphandre, dans l'espace, j'ai la peur de la moindre déchirure, quoi. Alors que dans l'eau, c'est mieux. C'est pareil, mais je me dis, j'ai un peu de temps, tu vois, pour remonter. Là, l'espace, t'es foutu, quoi. D'accord. Voilà. Il y a ça comme différence, et il y a une différence de mécanisme de niveau de difficulté. Dans The Crew 1, vous allez suivre le livret des scénarios de 1 à 50. Dans The Crew 2, vous allez le suivre de 1 à 50 aussi. Mais la façon, il est beaucoup plus rejouable. Si on vous dit sur chaque objectif, vous avez une pondération de difficulté. Si on vous dit de choisir 8 de difficulté, vous allez tirer des cartes jusqu'à obtenir 8. Donc vous pouvez tirer une carte à 8, en supposant que ça existe, ou alors une carte à 6, une carte à 2, ou alors une carte à 5, 3 cartes à 1, etc. etc. Ce qui fait qu'il y a... Ou 8 cartes à 1. Voilà. Ce qui veut dire qu'à une mission donnée, vous avez beaucoup plus de rejouabilité. Ouais, donc c'est Voilà. mieux parce que... Et sinon, c'est un coop qui marche extrêmement bien. Il faut aimer les jeux coopératifs. Et je dirais que même les gens qui n'apprécient pas trop les jeux coopératifs, celui-là, ça passe. Parce que plus, ça s'enchaîne super bien. Ouais, moi j'avais fait ce crew une fois avec ma famille, on avait fait 15 parties de suite. Ouais. Après, ils ont jamais demandé. Ah oui? Ouais, c'était... Ah ouais, nous, c'est le jeu canonique de vacances aussi, tu vois, avec Space Base. On amène un wank game qui s'appelle Scout. Et Scout, toujours, c'est très bien. Jeu où on n'a pas le droit de classer ses cartes dans sa main. Et du coup, c'est à chaque fois que je joue un jeu de pli, je demande si j'ai le droit de classer mes mains à cause de Scout. À cause de Scout. Et c'est un jeu de pose de figure où il faut toujours surenchérir. Thématique cirque. C'est un jeu de trapèze, de clown et de trucs. Ça, c'est hyper important. Et il faut jouer thématique, sinon ça marche pas. Tu dis, voilà, je prends trois. Il y a Martha qui fait du trampoline. Ouais, sinon ça marche pas. Il y a Robert qui fait des échasses, sinon ça marche pas. C'est une thématique qui est extrêmement développée dans le jeu. Et du coup, tu les scoutes. Scouter, ça veut dire aller chercher des talents. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et soit vous récupérez une carte qui est de la figure dominante, ce qui fait que ça l'affaiblit pour le joueur suivant qui pourra la battre facilement. Soit vous avez une figure qui est plus forte. Et globalement, dès que quelqu'un vide sa main, ou dès que quelqu'un n'est pas dépassé, que ça fait un tour complet, la manche est terminée, on compte les points. Et c'est un jeu, les règles sont expliquées en 3 minutes, et ça marche extrêmement bien dans une toute petite boîte. C'est pour moi le meilleur jeu wank que je connais, tu vois, auquel j'ai joué de ce type-là. C'est pour ça aussi que je n'ai pas joué j'ai pas emmené Startup. Je trouve que Startup est bien, mais je trouve que Scout est strictement mieux en fait. D'accord. Et t'avais pas aimé Deep Sea Adventure? Si, mais alors pour moi c'est pas du tout le même type de jeu. Ouais, mais tu parlais des jeux wank. Oui, alors je dis de ce type-là de jeu de cartes. Il y a aussi Maskman qui est un autre jeu de cartes. Celui-là, je trouve qu'il est au-dessus en fait. Ah, mais je suis d'accord que c'est un très bon jeu. Dans les jeux de cartes aussi, Lionel m'a offert Odin, qui ressemble pas mal à Scout en fait. Et c'est pour ça qu'on a joué à Scout. J'ai voulu pousser Odin, mais comme à chaque fois, c'était des nouveautés pour les joueurs avec qui on jouait. Ils ont lu les règles d'Odin et ils n'ont pas voulu le sortir. Désolé Lionel,
Je l'ai pas encore testé. On le jouera un jour. Mais... On y jouera un jour. Comme on dit en Angleterre. On a fait quelques parties de Schadenfreude 2. Schadenfreude 2 qui a été expliqué extrêmement brillamment par Juan Carlos dans une vidéo précédente. Si vous voulez, je peux réexpliquer. Ou même l'auteur n'a pas reconnu son jeu. C'est un jeu où... C'était du méta parce que du coup ça me faisait plaisir que les gens souffrent, tu vois, du coup ils ont écouté ma vidéo. D'accord, ouais, c'est un jeu... Schadenfreude signifie avoir du plaisir à faire souffrir les autres, avoir le plaisir de voir les autres souffrir. Ouais. Et Schadenfreude, on a aimé. Globalement, c'est un jeu de pli où il faut charger la mule de quelqu'un parce qu'il faut qu'il dépasse 40 points pour que ça termine le jeu. Donc on appelle ça s'approcher de la falaise dans nos parties. Et on pousse quelqu'un du haut de la falaise et c'est celui qui est le plus proche de 40 derrière lui qui va gagner la partie. Et sachant que pendant la partie, les plis se gagnent. C'est la deuxième valeur la plus haute qui va gagner. Donc si quelqu'un met un 8 en avant-dernier, en étant sûr que, quasiment sûr, parce que ça va jusqu'à 9, qu'il ne va pas remporter le pli, et que le joueur suivant met 9, bah si, tous les points sont pour lui. Il y a des systèmes de points qui s'annulent, etc. L'idée, c'est pas d'entrer dans les détails. Jean-Charles l'a déjà très bien expliqué. Ouais, on mettra la vidéo en lien. Alors, on a bien aimé, mais, alors déjà, on indique qu'il n'est trouvable chez Golden Meeple et que chez Golden Meeple. Il a l'exclusivité mondiale d'Europe. Mais, moi je préfère un autre jeu dans le même genre qui s'appelle Station. Alors moi j'avais joué à celui-là mais j'ai rien compris. En anglais il se trouve sous le nom Stickem. Stick'em. Qui est aussi un jeu où on apprend fortement l'humilité, c'est-à-dire que quand on ouvre un pli, on fait en sorte de ne pas le gagner parce que sinon il vaut mieux fermer le pli en sachant globalement toutes les infos. On va charger la barre de l'autre et personnellement on a tous trouvé que Station avait plus de contrôle que Schadenfreude. D'accord. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de contrôle à... Bah, on a peut-être mal joué, mais on a fait peut-être 5 à 10 parties, entre 5 et 10 parties. Et le ressenti global de tous les joueurs qui ont beaucoup joué à Station, c'est Station, peut-être en plus fun, mais en moins de contrôle. Et Station est, je trouve, du coup, beaucoup plus violent et méchant. D'accord. Ah, si c'est méchant, je vais peut-être aimer alors. Ouais. Mais j'avais pas compris quand j'ai... On est des bad boys. C'est pour ça qu'on est à la plage bad boy. Alors, t'as joué à deux ou pas? Oui, j'ai aussi pris des jeux à deux. Alors j'ai pris, parce qu'on ne se refait pas, 3 decks de Blitz de Flesh and Blood, les 3 decks de... T'as ennuyé tes amis avec ça aussi? Bah écoute, j'ai fait découvrir à quelqu'un qui est un joueur de Magic, plutôt occasionnel parce qu'il joue plutôt des decks Commander, c'est pas quelqu'un qui fait des tournois, etc., mais qui a trouvé le système très intéressant. Surtout que j'ai pris les 3 decks de la dernière extension qui introduit un mécanisme de mystique, de transcendance de MST. Ah oui, il faut regarder la vidéo dédiée. Protégez-vous. Il faut se protéger quand on joue à Flesh and Blood. Et ça a plu. Donc on a fait une ou deux sessions de partie de Flesh and Blood. J'ai pris Exceed, la boîte, j'ai condensé tout dedans. Une boîte Street Fighter où moi j'ai tout ce qui est sorti sur Street Fighter. Ça c'est un autre jeu. Hein. Alors c'est un autre jeu. On va revenir dessus. On en a déjà parlé sur la chaîne. Je vais consacrer des vidéos, et je dis des vidéos, sur ce système de jeu à l'avenir. Il y a une vidéo règle qui arrive bientôt. Il y a une vidéo règle qui arrive bientôt, des vidéos d'analyse, etc. Il fait partie de mon top 5 à 10 de tous les temps. Donc pendant ma deuxième semaine de vacances, on était en nombre restreint de joueurs. On était 2, donc on a beaucoup joué à 2. Ah, ça explique ceci explique cela. Et on a fait 16 parties de Exceed Street Fighter, où on a fait tourner les personnages. Et en fait, au bout de 3 parties, Guillaume, tu m'as dit, je sais que tu regardes cette vidéo, tu m'as dit c'est génial, je comprends pas que ce jeu marche pas. Enfin, il est très peu distribué en France, et il se trouve que la saison de Street Fighter, elle est aujourd'hui difficilement trouvable. On reviendra là-dessus dans la vidéo dédiée. Et au bout de 16 parties, il m'a dit c'est bon. Ok, j'ai compris, c'est comme quand j'arrive chez toi et que tu as 10 heures sur un jeu de combat, tu m'éclates quoi qu'il arrive, et donc il a un petit peu laissé tomber. Donc c'est un jeu qui est pas fun. C'est un jeu où on gagne de l'expertise, et c'est un jeu où on ne joue pas au hasard. Donc c'est un jeu de cartes, ligne, qui est une simulation de jeu de combat, où l'un va jouer un personnage, l'autre,
c'est original. Et on va jouer des actions qui permettent de se déplacer, de frapper, etc. Avec ce système de jeu de combat, de frame, de vitesse et d'initiative. C'est pas forcément celui qui attaque qui va porter le coup. Ouais, moi, c'est un truc que j'aime pas, ça. Bah, voilà. En fait, tu n'aimes pas les jeux de combat. Si. Il faut aimer Street Fighter. Moi, j'aime bien. Ce type de jeu. Moi, j'aime bien jouer Street Fighter sur la À un moment donné, tu lances un coup, le gars te fait le Shoryuken et il t'interrompt ton coup. Oui, mais c'est pas pareil. Parce que c'est différent. Oui, exactement. Mais là, parce qu'on me dit que j'ai l'initiative, c'est ça le problème. Vu qu'on me dit que j'ai l'initiative, c'est comme si j'avais le temps de... Non, les deux, c'est comme à Unmatch, les deux vont préparer leur attaque, on retourne et on vérifie qu'il y a l'initiative. Non, à Unmatch, il y l'initiative. en a qui attaquent, l'autre qui se défend. Oui, mais c'est pas parce que Oui, ok. Mais en tout cas, tu prépares face cachée tes cartes. Oui, mais... Et là, tu fais ta combo sur ta manette, te déplace pas trop, et l'autre peut interrompre ta combo. Ouais. C'est le principe des jeux de combat. Ouais, moi je trouve ça toujours très frustrant, j'arrive à rien faire et il compte les cartes. Bah oui, je me souviens, on faisait Sagat contre Ken. Moi j'avais une boule de feu en tant que Sagat qui avait strictement plus de portée que toi. Et tu continues à faire ta boule, je continue à faire ma boule, t'es mort et t'as dit qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bah, rapproche-toi. Ouais, incompréhensible. Mais je me rapproche, il me pousse. Mais même pas vrai, c'est même pas vrai. Et il se trouve que là on a fait un match mémorable entre Zangief et Vega. Donc Zangief c'est le gros catcheur russe. Et Vega c'est le truc... C'est le torero avec le masque qui rebondit de mur en mur. Donc il y en a un qui est très rapide, l'autre qui est très lent. Il y en a un qui frappe très fort au contact, l'autre qui est plutôt qui attaque très fort quand il est au bord. Et globalement, moi je jouais Zangief, j'ai joué toute la partie en disant viens faire Kalinou à Papounet, boum boum, comme ça. Et lui, il s'enfuyait contre les murs et il a un mouvement qui lui permet d'aller d'un mur à l'autre. Et moi, j'utilisais toutes mes actions pour me déplacer. Viens faire Kalinou, viens faire Kalinou. Il a failli m'avoir à la fatigue, mais non, Zangief, quand il fait, et je trouve que c'est très très bien rendu. Et c'est là où je trouve que c'est un jeu qui est narratif, tu vois, de combat. Ouais, non mais... C'est t'as peur de Zangief quand il arrive au contact, tellement il fait mal au contact. Et non, je veux pas. Et vous voyez Vega qui reprenait sa cape, il dit non, et l'autre mur, et non. C'était très très drôle. Donc faut bien jouer à celui-là, il faut pas se battre. Mais c'est un jeu où on gagne en expertise en jouant, et moi je connais toutes les cartes. Il les apprend tous les soirs avant de s'endormir. Hein. Voilà, c'est mon livre de chevet, je les lis religieusement, c'est ma Bible. Maintenant je termine par les jeux d'ambiance pure. Le hit des vacances a été Decrypto. Donc Codename mais en bien. Voilà, Codename mais en mieux. C'est comme ça que je... Ouais. Alors c'est un jeu ça qui veut est dire que Codename c'est pas bien. Hein, mais... atroce à expliquer. En revanche, dès que les gens ont compris, faut faire une manche à nu. Faut faire une manche. Voilà, on est prêt pour la manche. Faut faire une manche, exactement. Si tu fais pas une manche où tu expliques un peu en le faisant, les gens comprennent pas. C'est globalement, faut faire deviner des mots, des positions de mots à ses partenaires en essayant de les cacher. Un code. Oui, mais on va simplifier, on fait deviner des mots à ses partenaires sans que ses adversaires les trouvent en même temps, et on fait les deux simultanément. Donc, pourquoi c'est mieux que Codename pour nous? Parce que c'est déjà plus malin, c'est plus vicieux. C'est ce côté de je fais deviner quelque chose, mais je reste suffisamment vague pour les adversaires, ce qui fait qu'en étant vague, je vais peut-être paumer mes alliés aussi. Et là où c'est mieux, moi je trouve, c'est que par exemple dans Codename, il peut y avoir la situation, le mec il est comme ça pendant 10 minutes, après il dit Rome 1, et tu dis mais t'as mis 20 minutes à trouver ça, et les autres ils s'emmerdent pendant 20 minutes, oui. Alors que là, le devineur, celui qui fait deviner, il change à chaque round. Les deux équipes vont faire deviner leurs mots, enfin ce qu'on appelle l'encrypteur, celui qui a le lead. Les encrypteurs des deux équipes vont jouer simultanément. Et ensuite, l'une après l'autre, on va essayer de faire deviner les mots. Ce qui fait que tout le monde joue en même temps, tout le temps. Il n'y a pas de downtime. Il n'y a pas de temps mort. Il y a peut-être 20 secondes pendant que le mec il réfléchit un petit peu, mais c'est pas long, quoi. Ouais. Et la boîte est petite, et ça passe. Et en fait, 100%, on va dire 98% des gens à qui je l'ai montré se sont dit, il faut qu'on l'achète. Oui, je suis d'accord. Et pour moi, c'est le jeu qui fait que je n'emmène plus Codename, je n'emmène plus Mots Malins, je n'emmène plus tous ces jeux à base de mots. Il m'en suffit d'un, c'est Decrypto. Ouais, moi j'aime bien Mots Malins aussi, mais c'est deux approches. Ouais.
Non, mais ce que j'aime bien à Mon Malin, c'est qu'il n'y a pas de temps de mort aussi. Oui, mais des cryptos, il n'y a pas de temps. Oui, mais des cryptos, faut 5 minutes d'explication. Mais Mon Malin, il n'y a pas d'explication. C'est du boulot. Hein. On est en vacances ou Putain, on est en vacances ou on n'est pas en vacances, quoi. Autre jeu d'ambiance, c'est 2 pommes, 3 pains. Ah. Alors, 2 pommes, 3 pains, c'est 2 apples, 3 bread. Free bread, c'est très important d'avoir. C'est un jeu localisé du chinois. Donc on compte les pommes et les pains. With milk. On compte les pommes, les pains sur 3 cartes retournées. Il y a des pommes de pain qui comptent comme une pomme de pain. Il y a les pains perdus qui -1, machin. Enfin, c'est à l'explication de règles. Soit les gens vont être bidonnés et vont vouloir jouer, soit les gens te disent mais Pourquoi tu me fais ça? non, mais tu l'as acheté. C'est un jeu, je veux dire, on te l'a offert. Ouais, on m'a déjà dit ça. Hein. Non, mais on te l'a offert. Et en fait, je vais enchaîner directement, parce que j'en ai terminé en fait des jeux que j'ai pris en vacances. Vous voyez, je me suis retenu. Sur les jeux qui ont marché, les jeux qui n'ont pas marché. 2 pommes, 3 pains. Très fun à l'explication. C'est fun les premières minutes d'une partie. Les 4-5 minutes. Et après, ça dépend du groupe avec lequel t'es. Ouais, et en fait, déjà, je trouve qu'une partie est trop longue. Il faut restreindre le paquet. Ouais. En fait, il faut diviser le paquet par 2 quasiment. Et il y a cet effet waouh qu'on peut retrouver sur Kites, par exemple, que j'ai pas pris, mais qui s'épuise assez vite. Donc, ça marche très bien avec les enfants, par contre. Donc ça, si vous avez des enfants qui ont entre 7 et 14 ans, c'est éclat de rire garanti. Voilà. Moi, personnellement, ce qui m'a fait rire, c'est que j'y arrivais pas. Enfin, moi, quand Ouais. j'ai joué. Maintenant, est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que je vais imposer ça aux autres? Je ne sais pas. Il se trouve qu'en plus, dans notre groupe, il y avait des gens qui étaient allergiques au calcul mental. Et il faut à la fois se dire une pomme de pain, c'est 2 pains, et 2 plus, machin, il faut compter rapidement. Et donc, certaines personnes ont dit, moi, si vous jouez à ça, moi, je m'écarte. Donc, finalement, on l'a ressorti que 2 ou 3 fois, mais pas plus pour un jeu d'ambiance, alors que des cryptos, on en faisait plusieurs sessions par jour. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre un bon jeu et un mauvais jeu. Je vais pas dire que 2 pommes 3 pains est un mauvais jeu, C'est un bon, mais c'est un bon c'est effet de très cirque. ciblé. Non, mais deux pommes trois, c'est un bon tour de magie. C'est pas un jeu. C'est un jeu où tu as un truc, tu dis, ah, regardez, j'ai un truc drôle. Et une fois que les gens ils ont rigolé, tu ranges. Oui, C'est un tour de peu magie. de ça. C'est un peu de ça. J'avais emmené Startup, et effectivement, on l'a pas sorti à cause de Scoot. Pourtant, Startup, moi, je préfère. Ah ouais? Ouais, Startup, je trouve ça marrant. Parce que j'aime les deux, mais moi, Startup, On te dit Scoot Startup, tu prends Startup? ça dépend avec qui je suis, mais globalement, je préfère. Et on te dit, t'en prends un des deux en vacances. Je prendrais Startup. D'accord. Bah tu vois, on n'est vraiment pas fait pour partir en vacances Et ensemble. pourtant, on y est, hein. Ouais. Jeu que j'ai pris et l'occasion s'est pas présentée, c'est High Society, qui est un jeu d'enchères par le docteur Rainer Knizia. Ah ah, Herr Docteur. Hein, on n'a pas pris Secret Hitler non plus. Et donc Odin, on en a parlé, j'ai juste pas eu l'occasion à cause de Scoot. Voilà. Les jeux qui sont le plus sortis, qui ont battu tout, c'est Pirates de Maracaibo. Ça a été minimum une partie par jour. C'est fluide, Ouais, ça marche bien. c'est des cryptos, on l'a dit, et c'est le trône de fer Bitwix. Et en tout cas, la conclusion de tout ça, c'est en fait, j'avais Dune, on a fait une partie. Sur place, il y avait Terraforming Mars, on a fait une partie. On a fait aussi des parties de jeux plus costauds, mais en mode vacances, en fait, on a préféré faire des jeux un peu plus légers. Et surtout, il se trouve que d'autres personnes avaient ramené d'autres jeux. Dans l'ensemble, on a joué à un sous-ensemble des jeux qu'on avait, ce qui est généralement le cas quand on va au gîte ludique organisé par Yoel et Séverine. On joue à un gros sous-ensemble de jeux. On prévoit toujours beaucoup trop. Et finalement, on se dit, un peu comme dans cette ludothèque en fait, j'ai besoin de trucs vachement différents tous les jours. Bah non, non. En fait, c'est aussi l'occasion de se poser et De rejouer au même jeu. de rejouer au même jeu. Ça sert à rien d'avoir. On va pas jouer à 14 jeux différents par jour. Enfin, nous non. Ouais. Voilà. Et la conclusion, c'est en vacances, moi j'aime bien voyager léger, c'est-à-dire que j'ai pas une malle pour y aller. Et puis 2, Et t'as pas le sur porteur. place,
T'as pas de porteur aussi pour le porteur? Si, j'ai des porteurs. Ah si, t'as les porteurs. Ouais. Et j'ai pas un tel besoin de diversité. Et en fait, on rebouclera là-dessus dans nos prochaines émissions, mais c'est global. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de jeux pour s'amuser? C'est la question. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on joue? Ben, en fait, moi j'ai beaucoup parlé, mais toi non. Toi, tu t'as pris quoi là pour les vacances? Moi, quand je suis en vacances, donc je joue pas. Je me repose. Sous le soleil, bleu marine ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, bleu marine ébloui